Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Comme vous le savez, j'admire les personnes qui osent, qui réussissent à créer leur entreprise et à vivre de leur passion. Et il y a aussi celles et ceux qui accompagnent ces entrepreneurs et entrepreneuses dans la durée à chaque étape de leur projet passionnant et parmi eux, les banques. C'est le cas du sponsor de cet épisode, à savoir BNP Paribas, qui conseille et accompagne au quotidien les entrepreneurs et entrepreneuses partout en France grâce à différents programmes d'accélération tels que le WHY, We Are Innovation, dédié aux startups et aux entreprises innovantes, ou encore Act for Impact pour les entreprises engagées de l'économie sociale et solidaire. Ces initiatives font de BNP Paribas un partenaire de confiance de ces nouveaux entrepreneurs et entrepreneuses, acteurs et actrices du changement, et c'est la raison pour laquelle je suis très heureuse de les compter parmi les sponsors de Réel. Allez, j'arrête de parler et je laisse place à l'invité de la semaine. Pauline, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis vraiment ravie de te rencontrer. Sans plus tarder, est-ce que je peux te demander de te présenter autant d'un point de vue perso et professionnel, même si on a bien compris que, vu que tu travaillais en famille, les choses étaient certainement un peu... la frontière n'était pas forcément très très claire, quoi. Ouais, ça c'est clair. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Alors je suis Pauline, j'ai rejoint le groupe donc familial il y a une dizaine d'années. Mm-hmm. Même si finalement, je pense que j'ai presque toujours été dans le groupe parce que... Bien sûr, t'entends parler de ton père, exactement. De ta famille. Tu baignes dedans depuis que tu es née. Voilà, et en fait, mon père m'avait fait même rentrer au conseil d'administration quand j'avais 20 ans. Ah donc quand j'étais encore à l'école. Donc t'étais administratrice déjà ? Ouais. D'accord. C'était pas juste un stage d'observation, quoi. C'était vraiment... c'était 4 réunions par an, finalement. Ouais. Mais ça me permettait finalement de connaître un peu mieux le monde de l'entreprise, la gouvernance d'une entreprise. Bien sûr. Surtout qu'on avait des actionnaires extérieurs à l'époque. Donc j'ai appris énormément lors de ces 4 réunions annuelles. Et je me suis un peu éloignée quand je suis partie à New York pour finir mes études. Mais ça n'était que pour mieux revenir parce que finalement, à la fin de mes études, mon père m'a demandé de rentrer pour l'aider à développer. Donc c'était une demande de sa part, c'était pas forcément... toi, tu y pensais depuis... moi, j'y pensais même pas. Ah oui ? Non. Toi, tu pensais travailler à New York ou tu voulais faire de la finance ? Moi, je faisais ma vie. Je finissais mon MBA à New York. Je travaillais dans une boîte, dans l'immobilier d'ailleurs, par hasard. Et oui, c'était une demande de sa part, mais qui n'a pas été une demande m'obligeant, parce que sinon je ne serais pas rentrée, je pense. Mais c'était vraiment... Veux-tu me rejoindre ? Un appel, ouais. Un appel au secours presque, en me disant j'aimerais bien travailler avec toi et que tu m'aides à développer ce bel outil qu'est le groupe que j'ai créé. Du coup, donc en termes de parcours, tu as fait tes études, une partie en France, une partie à New York, expérience dans l'immobilier avant, mais finalement tu es rentrée très très jeune dans le groupe. Est-ce que tu peux nous parler déjà du groupe Duval ? Oui, bien sûr. Parce que je sais que vous faites plein de choses très différentes. Le core business, c'est l'immobilier, mais c'est après vous êtes des entrepreneurs dans l'âme. Vous avez énormément développé le groupe. Aujourd'hui, arrête-moi si je me trompe ou corrige-moi si je me trompe, mais je crois qu'il y a 4000 collaborateurs, que c'est un groupe qui fait plus de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, t'as bien retenu les chiffres. Ouais. Des formations professionnelles. Que vous êtes à l'international, en Afrique, notamment. Ouais, en fait, on a c'est commencé... il y a 25 ans. Enfin, l'aventure a été créée par ton père il y a 25 ans. Voilà, c'est ça. En fait, mon père avait commencé dans la maison individuelle avant le groupe. Et ensuite, il s'est structuré. Donc ça fait une petite trentaine d'années. On a notre cœur de métier qui est l'immobilier. On est promoteur immobilier.
On a une dizaine d'agences partout en France. On est vraiment un acteur des territoires depuis toujours. Et on investit aussi beaucoup dans l'immobilier. Donc, on a une grosse foncière de 2,8 milliards d'actifs. On investit essentiellement dans du bureau et du commerce, partout en France. Et puis, on a aussi d'autres métiers. Des golfs, des résidences, est-ce que c'est toujours d'actualité? Même les résidences étudiantes, etc. Voilà, en fait, on a Odalis. Donc, à l'origine, on est dans les résidences de tourisme, camping. Puis, on s'est développé dans les résidences d'affaires de centre-ville et puis les résidences étudiantes. Aussi les résidences seniors avec la marque Happy Senior. Et effectivement, les golfs, on est leader européen de la gestion de golf. Là, on est en train de racheter un de nos plus gros concurrents. Donc, on est assez fiers de structurer cette filière en Europe pour devenir en fait le 5e acteur mondial. Ensuite, la plupart de nos métiers, en fait, on se diversifie, mais aussi on s'internationalise. Donc, on est effectivement pas mal en Afrique. On développe la plupart de nos métiers en Afrique, mais on développe aussi des nouveaux métiers comme l'huile de coco. Oui, par exemple. Ça, c'est une envie qu'on a toujours eu finalement dans la famille de vouloir développer des territoires et créer de la valeur durable localement. Donc en Asie, c'est pareil, on a une usine une usine de riz. À Sao Tomé, on a cette usine d'huile de coco. Et en France aussi, d'ailleurs, on a une poissonnerie qu'on a développée qui fait des rillettes de poissons qui sont très bonnes. Je pourrais t'en offrir. Et puis, on est en train de structurer aussi toute une filière en Afrique dans la microfinance et l'assurance. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ça, la vocation. Enfin, vous avez quand même une fibre, non seulement entrepreneuriale, mais quand même assez altruiste. C'était avant-gardiste finalement, puisque ce dont on entend parler aujourd'hui, le développement durable, les entreprises. Ouais, je pense que ça peut paraître avant-gardiste, mais finalement, je pense que c'est le principe aussi d'un groupe familial, d'une entreprise familiale, parce que ça peut paraître bête, mais quand tu es dans une entreprise familiale, tu as envie de bien faire les choses pour transmettre quelque chose de meilleur aux futures générations. Et en fait, je pense que depuis le départ, mon père avait envie de bien faire pour nous transmettre quelque chose de bien. Et donc, tu as cette vision long terme que d'autres entreprises ne vont pas avoir. Tu as cette pérennité de l'actionnariat aussi. Et donc, tu as envie, effectivement, de développer et de créer de la valeur durable. C'est ça. Alors, moi, ce qui m'a... on a été mis en relation par une connaissance commune. J'avais entendu parler de toi, et ce qui m'a beaucoup plu, parce que alors je te rejoins sur un point, c'est la transmission. Tu as écrit un essai qui a été édité au Cherche Midi, Transmission, l'entrepreneuriat nouvelle génération. Je suis une obsédée de la transmission. Non mais vraiment. Ça tombe bien, moi aussi. Et j'avoue être un petit peu parfois mise à mal par cette génération qui consiste à créer des entreprises à pression. Attention, tout est louable, j'en ai reçu dans le podcast, je les admire beaucoup. Et c'est vrai qu'on a tendance à mettre sur le devant de la scène des gens qui créent des boîtes pour les vendre, ils créent de la valeur, hein, comme tout le monde, mais je trouve qu'on parle beaucoup de ça, énormément, ce qui est très bien, parce que ça encourage les gens à entreprendre, à monter des startups, etc. Donc c'est très bien. Mais j'étais heureuse de t'entendre et de constater que le sujet de la transmission était important pour toi, que tu as écrit là-dessus. Je suis moi-même entourée d'entrepreneurs familiaux qui ont des sujets de transmission hyper importants et puis pas uniquement dans les entreprises familiales, si tu veux. C'est que la transmission de base est un sujet qu'on n'aborde pas et qui peut porter préjudice, si tu veux, à des entreprises qui sont saines, qui sont des belles boîtes, qui ont vocation à durer, mais qui ne trouvent pas de successeurs. Et moi, j'en ai rencontré beaucoup, qui après 25 ans d'activité peuvent continuer, mais en fait ne trouvent pas ou n'ont pas de solution. Et j'ai vu une de tes interviews où tu disais la transmission est tripartite, et j'ai trouvé ça très intelligent. Et tu dis l'objet doit être créé dans le but d'être transmis. Et en fait, ça, c'est hyper important. C'est la première fois que j'entends ça, et je me permets de te féliciter parce que je crois que beaucoup de gens l'ignorent, tu vois, ou entreprennent sans trop se poser de questions, de manière assez instinctive, etc. Et ne pensent pas à la génération d'après. En fait, c'est ce qu'on faisait à l'époque. Tout ce qu'on fabriquait, on le fabriquait pour le long terme. Aujourd'hui, on est dans la fast fashion, on est dans une société qui va vite.
on est de plus en plus égoïste, je pense aussi. Mais j'ai voulu écrire ce livre pas que pour parler de transmission d'entreprise, mais je voulais pouvoir dire que finalement tout le monde était capable de transmettre, que c'était pas hiérarchique, et que finalement on peut le voir aujourd'hui, le cross-mentoring, le leadership au féminin, l'entraide entre entrepreneurs, ça existe de plus en plus. Finalement, donner un conseil, donner un contact, c'est une certaine transmission. Bien sûr. Et c'est ce que je voulais dire dans ce livre. Et effectivement, il faut réfléchir, penser à pouvoir transmettre plus. Donc, finalement... je sais pas, une belle veste de sa grand-mère qu'elle nous transmet, c'était quelque chose à l'époque qui se faisait. Aujourd'hui, je pense que les nouvelles générations reviennent un peu à ça, et ça me fait plaisir. Et donc, effectivement, mon père, je pense qu'il a toujours créé son entreprise en y mettant des valeurs, en y mettant des choses pour pouvoir nous transmettre quelque chose. Après, il faut pas non plus que ça devienne un fardeau. Parce que ça peut être difficile quand on reçoit quelque chose qui est trop lourd. J'avais l'exemple d'ailleurs dans mon livre... Surtout qui marche en fait. Parce qu'à la limite, quand le truc est dans une situation... Enfin, quand l'entreprise ne va pas bien, finalement, on peut faire que mieux. Mais ça peut être autre chose. Par exemple, dans mon livre, je donnais l'exemple d'une forêt qui peut être transmise. Bon, ça peut être un fardeau, parce que si c'est des hectares et des hectares de forêt qu'il faut entretenir, si la personne qui reçoit ça n'a pas envie de gérer ce genre de choses, bon, voilà. Donc, effectivement, il faut que ça puisse être réfléchi en amont. Mais toi, tu l'as pas pris comme tel. Enfin, j'ai pas le sentiment qu'il y a certainement une partie de toi qui a été... moi, j'ai eu ce sujet moi-même personnellement, hein, mais tu le ressens forcément à un moment comme un poids. Alors, c'est pas forcément un fardeau, mais c'est un poids, une responsabilité. Mais toi, maintenant que tu es maman, comment t'envisages les choses ? Est-ce que tu penses aussi, toi, c'est intéressant parce que ton père est un homme, toi, t'es une femme. Voilà, c'est intéressant, je trouve, d'avoir les deux points de vue. Comment tu te positionnes par rapport à tes enfants ou ton enfant ? Qui est tout petit, hein, faut le préciser. Il est pas tout petit parce que j'ai écrit le livre quand j'étais enceinte, donc effectivement c'était une obsession à ce moment-là. En fait, au-delà de la transmission de l'entreprise, moi j'avais envie, à ce moment-là, je réfléchissais à me dire, ok, qu'est-ce que je veux transmettre comme éducation, comme valeur. C'est ça, c'est d'abord les valeurs. Exactement. Et c'était à ce moment-là une obsession. Qu'est-ce que tu veux transmettre à tes enfants ? Donc au-delà de ton patrimoine, c'est pas ça le sujet, c'est vraiment comment est-ce que tu veux que ton enfant évolue. Finalement, tu as envie qu'il soit heureux, donc tu as envie de lui donner un patrimoine sur tes valeurs, sur comment toi tu as été éduqué. Et il y a des choses que justement t'as pas envie de lui transmettre peut-être. Donc c'était tout ça en fait qui remuait en moi à ce moment-là. Et comme évidemment j'ai cette entreprise que mon père m'a transmise. Mon père, je pense qu'il a jamais eu de sujet au niveau de femmes-hommes. D'ailleurs, au contraire, on a plein de femmes dans le groupe qui sont d'ailleurs à des postes à responsabilité. Notre comex est à parité, notre codir est à parité. Enfin, je veux dire. On n'a jamais eu ce sujet-là, peut-être d'ailleurs parce que sa fille aînée son enfant aîné était une fille. Il y a ton frère aussi dans l'entreprise. Ouais, mon frère est rentré dans l'entreprise. Et d'ailleurs, il évolue aussi petit à petit parce qu'il est plus jeune que moi. Il est rentré il y a 2 ans dans le groupe. Et c'est génial d'ailleurs de bosser avec lui. Moi, je suis hyper contente. On apprend encore mutuellement l'un de l'autre et ça c'est encore une transmission finalement. Bien sûr. Mais sur le sujet de la transmission, c'est-à-dire selon toi c'est naturel, parce que je pense souvent je fais un parallèle à Bernard Arnault, mais on m'a parlé de sa manière, si tu veux, d'envisager sa transmission. Pour lui c'était acquis, et pour ses enfants aussi, je suppose que ils allaient avoir des rôles de dirigeants au sein du groupe LVMH. Et je suis toujours curieuse de savoir si c'est naturel, tu vois. C'est-à-dire, comment les parents vont réagir s'il y a un refus des enfants. Comment est-ce que c'est envisageable finalement Toi, ton enfant, est-ce que tu considères que c'est naturel, tu vois, qu'ils prennent les... Voilà, c'est pas forcément naturel. Non, en fait, je me dis, elle fera bien ce qu'elle veut. C'est vrai que je pense que, pour ma part, si je n'avais pas rejoint le groupe, mon père aurait été très triste, parce qu'il imagine... En fait, je pense qu'au-delà de transmettre l'entreprise,
c'était pouvoir passer du temps avec nous. Et travailler avec nous, ça lui permet finalement de nous voir tous les jours au bureau, de passer du temps avec nous. Donc c'est ça qui lui est le plus cher finalement, passer du temps. Alors bon, moi j'ai envie de dire, ma fille elle fera vraiment ce qu'elle veut. Si elle veut être artiste, si elle veut travailler dans une autre entreprise, elle fera bien ce qu'elle veut à partir du moment où elle travaille. Parce que ça c'est en revanche une valeur que je veux lui transmettre. C'est le travail, l'indépendance aussi. Voilà, c'est des valeurs que j'ai reçues dans mon éducation et qui sont importantes à mes yeux. On va parler maintenant donc du développement dont tu es en charge, hein, parce que tu es directrice générale, mais dedans, il y a quand même une sacrée part de développement. Tu es business angel. Numéro 1 selon Challenge. Alors je sais pas trop sur quelle base il se positionne pour faire un classement, mais en tout cas voilà, tu es la première femme business angel selon Challenge sur la période 2020-2021 je crois. Alors j'ai un doute, pareil, corrige-moi si je me trompe, mais est-ce que tu as 25 participations ou 16 participations? Je pense que c'est plutôt 25, non? Alors j'ai investi dans une trentaine de participations. D'accord. Et entre les sessions et on doit en avoir 25. D'accord, ok. Alors, je crois que ça représente plusieurs millions d'euros. Presque 5-6, c'est ça? 6-7? Ça, c'était sur une année. Ah, ok. Donc c'est beaucoup, c'est énormément. Ouais. C'est peut-être pour ça que tu es la première, en fait. Parce que les autres ont des tickets certainement moins élevés. Alors, Lydia, Néopharm, Joli Moi, Préto, j'ai vu Préto. Ouais. Je connais un des fondateurs de Préto. Ouais. On était ensemble à HEC Entrepreneur, je l'aime beaucoup. Épicerie, voilà, Shine. Joli Moi. Joli Moi, exactement. Et Lydia. Enfin, je crois que c'est ce dont on te parle le plus parce que c'est une licorne aujourd'hui, Lydia. Ouais. T'y vas à l'instinct, t'y vas parce que t'adores les fondateurs, t'y vas. Je suis toujours curieuse de savoir quels sont les premiers. Souvent, les gens vont te répondre, c'est l'équipe. Ouais. On répète souvent ça, mais je pense que l'humain, c'est ce qui est le plus important. Donc, évidemment, c'est le fit que je vais avoir avec l'équipe fondatrice. Et puis, j'y vais pour cette aventure entrepreneuriale aussi. Après, ça peut paraître bête, mais j'ai besoin de comprendre aussi le business model. Oui, bien sûr. Voilà, et donc j'y vais, oui, à l'opportunité, à l'instinct. Et tu as 40% de tes participations, je crois. Qui sont fondées ou cofondées par des femmes. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, toi, tu as ressenti ce besoin assez vite, finalement? En fait, pas du tout. Avant que le collectif Sista se crée, donc j'investissais, mais sans même regarder, finalement. Et c'est quand le collectif Sista s'est créé que je me suis dit, tiens, il faudrait quand même que je regarde en arrière quel est le pourcentage de femmes fondatrices. Et je suis tombée sur 40%. Donc, ce qui veut dire que... Naturellement, en fait, t'allais vers des... Voilà, naturellement, j'avais pas de biais, je pense. Ouais. Comme certains investisseurs, ouais. Faut dire que les biais sont, en général... Enfin, non. Hommes et femmes, on a tous des biais, de toute façon. Tu peux... Quel est ton premier investissement? C'était Lydia, en termes chronologiques? Ouais, en 2014. 2014. Comment ça s'est fait? Enfin, tu vois, c'est au tout démarrage, c'est une rencontre, je suppose. Enfin, on t'a présenté les personnes ou tu les connaissais déjà? Ouais, non, en fait, je les connaissais pas du tout. J'ai une copine qui était dans le même incubateur et qui s'est fait offrir un café par un des fondateurs avec Lydia. Ah, et t'as vu l'application? Et non, et en fait, elle m'en a parlé. Elle me dit, mais c'est génial, tu devrais les rencontrer. Et en fait, ça s'est fait comme ça. D'accord. Et je me suis dit, ok, donc j'ai écrit à Cyril Chiche, qui, je pense, à l'époque, d'ailleurs, il m'a avoué ça il y a pas longtemps, s'est dit, encore une étudiante qui veut investir dans Lydia. Et puis finalement, on s'est rencontrés et ça s'est fait comme ça. Ok. Voilà, au culot. Qu'est-ce qu'ils attendent de toi tous? Parce qu'ils sont nombreux, enfin les entrepreneurs que tu accompagnes financièrement sont nombreux. En fait, au tout démarrage, il y avait que Lydia. J'ai investi dans Lydia en 2014. En 2015, j'ai fait une pause. Ouais. J'ai digéré l'investissement de Lydia pour essayer un peu comprendre.
Et après, en 2016, j'ai repris de plus belle. Mais moi, ce que je voulais pas, finalement, c'était être un simple chèque. Oui, c'est moi, ça. Ce que je voulais, c'était faire part, entre guillemets, de cette aventure entrepreneuriale, pouvoir soulager aussi les entrepreneurs de certaines tâches administratives sur lesquelles ils n'ont pas de valeur ajoutée. Parce que du coup, tu apportes avec le groupe Duval, je suppose que vous avez quand même une capacité à intégrer ou à faire une sorte d'apport en industrie. C'est ça, j'essaye d'apporter une synergie ou des expertises avec le groupe. Parce que nous, en fait, on a tous nos services support qui sont intégrés, hein, donc que ce soit le juridique, la compta, la com, la RH, etc. Et en fait, au démarrage d'une entreprise, c'est finalement toutes ces expertises que les fondateurs ont le moins de valeur ajoutée parce qu'ils sont là dans le développement de leur business finalement. Ils sont pas très structurés. Tu veux toujours participer au premier tour ou peu importe, si on vient te voir pour un troisième tour, t'y vas pas, si c'est un second tour, t'y vas pas? Ça dépend, en fait, moi j'aime bien être au démarrage, mais aussi et surtout parce que les deuxième et troisième tours sont de plus en plus gros et que je suis pas un fonds d'investissement. Donc, D'accord. La RSE. Donc ça a été un sujet pour toi, puisque je pense que c'est à ton initiative, le comité RSE. Tu as créé un comité RSE au sein du groupe Duval. Ouais. Pour toi, c'est quoi une entreprise en fait qui a un impact positif? Mon podcast est dédié à la base à l'impact positif, et c'est vrai que j'avais un peu oublié de poser la question à mes invités au fur et à mesure du temps. J'ai le sentiment qu'après le Covid, les gens ont vraiment eu une sorte d'éveil à ce niveau-là. Mais est-ce que tu aurais une définition, toi, de l'impact positif pour une entreprise? Alors, oui, mais c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est avoir envie de faire bien les choses. Avec une vision long terme. Je pense que c'est ça, en fait, tout simplement. C'est de pas... Donc, à l'inverse, c'est pas faire rapidement pour créer de la valeur à court terme et revendre. Voilà, c'est comment est-ce qu'on peut faire bien les choses et avec cette vision long terme pour être durable, en fait. Et en fait, finalement, c'est ce que je te disais aussi, je pense que les entreprises familiales, souvent, ont cette envie d'impact positif. Ouais. Parce que tu as envie de transmettre à tes enfants, tu as envie de t'inscrire dans la durée. Et donc je pense que depuis toujours, c'est dans notre ADN en fait. Donc nous, par exemple, tu vois, on a quand même des métiers en plus, l'immobilier, les golfs, on pourrait tout de suite nous dire, attends, ton impact positif, t'es gentil, mais je dois dire que depuis toujours, on s'attache à faire des bâtiments qui soient durables. Dans nos golfs, c'est pareil, on s'attache à avoir de l'arrosage raisonné, à faire attention à la biodiversité, à mettre de moins en moins de phyto, voire on a des golfs où on a zéro phyto. On met des carpes. C'est quoi le phyto, excuse-moi? C'est des engrais à base de produits pas très... un peu chimiques, ouais. Voilà. Donc on met des carpes dans les étangs, on met des ruches dans nos golfs. Enfin, tu vois, on essaye de faire les choses bien. Et puis, pareil, au niveau sociétal, on essaye... donc la famille a fait pas mal de projets humanitaires en Afrique et en Asie. C'est aussi pour ça qu'on s'est développé ensuite là-bas, parce qu'on avait un pied déjà dans ces pays-là. Et puis tu vois, quand je te parlais quand toi tu me parlais de cette usine d'huile de coco, on s'est mis là-bas parce que on pouvait créer de la valeur durable. Donc en fait on crée des emplois, on a 100 femmes qui travaillent dans l'usine, qu'on a formé. Du coup, on a aussi 500 cueilleurs de notre coco qui travaillent pour nous. Enfin, tu vois, on crée un écosystème finalement sur place et sur le long terme. Donc après, c'est des petites business units qui gagnent pas beaucoup d'argent, mais en fait, on a un tel impact dans ce territoire que c'est ça notre fierté en fait. Et en fait, on a plein de petits projets comme ça qu'on essaye de faire un peu partout. Pour avoir un impact long terme, en fait. Pour moi, le positif, c'est avoir un bon impact sur le long terme. Et le fait que les patrons de vos agents, agences, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais de vos business units,
sont actionnaires eux-mêmes. Donc ça aussi, ça vous permet de vous projeter dans la continuité au sens où les gens sont plus investis, ont plus envie de se sentent un peu plus chez eux, quoi. Ne sont pas uniquement des salariés. Ça, c'est notre culture entrepreneuriale. Effectivement, on a la plupart de nos patrons qui sont actionnaires de leur filiale. Ils se sentent chez eux. Et d'ailleurs, c'est les premiers aussi à venir vers nous et à nous dire voilà ce qu'on remonte comme info du terrain et ce qu'on peut faire pour améliorer et s'améliorer encore. Et d'ailleurs, on a eu la chance d'avoir des partenaires bancaires qui nous accompagnent avec des prêts à impact et donc qui ont demandé à des instituts de notation externes et indépendants de nous noter chaque année. Et ces boîtes de notation, finalement, nous remontent aussi quelques petites choses où on n'est pas forcément très bon. Par exemple, un sondage au sein du groupe, au sein de nos collaborateurs. On ne l'avait jamais fait parce qu'on a une entreprise familiale, qu'on se sent très proche du terrain, on va sur place, on voit régulièrement nos collaborateurs, mais c'est vrai que ça, on en avait besoin. Et donc, on y a tout de suite remédié. On a fait un sondage l'année dernière où 80% de nos collaborateurs ont répondu. Donc, ça prouve quand même qu'ils ont envie d'échanger avec nous. Et voilà, donc en fait, ces instituts de notation nous remontent quelques sujets et puis on est toujours en permanence en train d'essayer de s'améliorer, autant donc au niveau du développement durable, mais aussi finalement au niveau sociétal, quoi. Alors là, j'ai une question un peu plus perso, c'est... on va la poser autrement. Est-ce que t'as des conseils à donner à des femmes qui se retrouvent dans ta situation, c'est-à-dire à devoir succéder ou en tout cas prendre un rôle important au sein d'un groupe familial, mais quand on est une femme et que le précédent était un homme, à savoir, moi j'ai souvent entendu des sujets de syndrome de l'imposteur, tu vois, où tu as le sentiment que t'es pas légitime, où tu vas peut-être être regardé un petit peu du coin de l'œil quand tu débarques. C'est la fille du patron. Enfin, tu vois, tout ce genre de choses qu'il faut, à mon avis, qui sont naturelles de la part des collaborateurs et qui sont l'ordre des choses. Mais peut-être éventuellement donner 2-3 conseils ou même un à des femmes qui se retrouvent dans ta situation. Alors effectivement, c'est très dur. Déjà, j'ai appris récemment un sujet au niveau du syndrome de l'imposteur qui est très intéressant et que je voudrais partager. C'est finalement, faut savoir que il n'y a que les gens qui sont des imposteurs qui n'ont pas ce syndrome de l'imposteur. Oui, c'est vrai. Donc déjà, ça rassure. Ensuite, je dirais qu'il y ait eu un homme ou une femme finalement avant nous, quoi qu'il arrive, quand on succède à quelqu'un, il faut se faire sa place. Et donc, effectivement, beaucoup vont s'oublier, travailler beaucoup plus que tout le monde pour montrer qu'on est légitime. Mais finalement, il y a quelque chose qu'il faut pas faire, c'est qu'il faut pas s'oublier. Parce que c'est valable pour tout le monde finalement qui entreprend. Si on commence à s'oublier, après, la santé, par exemple, peut... Et puis on dépasse soi-même, et donc forcément, on a l'impression qu'on se tord dans tous les sens pour entrer dans un costume qui n'est pas le nôtre. Donc, Exactement. Donc ça, c'est important. D'ailleurs, j'ai pas mal d'entrepreneurs qui me disaient... il peut y avoir des burn-out aussi au niveau des entrepreneurs. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas s'oublier. La santé, c'est ce qui est le plus important. Et donc, il faut s'écouter. Bien sûr. Voilà. Ouais. Moi, j'ai interviewé Maurice Lévy dans le podcast qui me parlait de sa succession avec Arthur Sadoun. Et il m'a dit un truc très vrai. Il ne faut pas chercher à avoir la même personne que nous. C'est-à-dire qu'il était assez conscient du fait qu'il faut accepter que la personne qui passe après change les choses qu'on a mis en place, les modifie, éventuellement les efface. Voilà, enfin, tu me diras, peut-être que ça t'intéressera de l'écouter. Est-ce que tu aurais des sources d'inspiration? C'est-à-dire de quoi est fait... je suppose que tu as forcément beaucoup à apprendre au quotidien à travers ton activité au sein du groupe. Tu t'enrichis des gens que tu rencontres, etc. Mais est-ce que par ailleurs, tu as des choses qui te permettent de te nourrir? Tu vois, est-ce que c'est la lecture? Est-ce que
je sais pas, tu vas à des conférences. Est-ce que tu as le temps d'abord de faire des trucs, tu vois, indépendants du groupe Duval? Alors, je dirais qu'avant le Covid, je voyageais. Ouais, ouais. Maintenant, c'est un peu plus. Ça a été plus compliqué pendant quelques années. Ouais. Mais j'ai bien à cœur de continuer de voyager. Et j'ai aussi la lecture. Ouais. Mais business ou c'est plutôt un truc où j'ai essayé de chercher autre chose? Non, parce que voilà, j'ai besoin de respirer. Ouais, de respirer. Non, pour le business, finalement, c'était de rencontrer des entrepreneurs et donc d'investir dans des startups. Ça, c'était un peu au début ma récré. Et en fait, c'est mon échappatoire aussi. Bien sûr. Parce que tu rencontres des gens brillants. De secteurs différents qui t'apprennent des choses. Exactement. Donc ça, c'est génial. Donc non, quand je lis, j'ai besoin de lire totalement autre chose. Des romans. J'ai besoin de voyager aussi dans mes lectures. Donc quand ça se passe ailleurs, d'ailleurs, j'en suis ravie. Et puis sinon c'est regarder ma fille sourire. Il n'y a rien de mieux. C'est un bonheur. C'est un vrai bonheur. Est-ce que tu as un dicton préféré, Pauline, qui te viendrait en tête, ou une phrase choc? Je sais pas, un truc, ça peut être une phrase que tu as lue, qui t'a marqué. Prends le temps de la réflexion, hein, ne t'inquiète pas. Tout est montable. Enfin, je peux couper cette partie si tu veux réfléchir. Non, tout pas ton du temps. tout. Alors à un moment donné dans le groupe, on a dû restructurer un petit peu et on a fusionné 2 groupes parce qu'on avait 2 groupes à l'origine. Et en fait, ma phrase choc, je dirais, c'est TEP, tout est possible. Parce que j'avais créé à l'époque... Une tupe? Non, justement, j'avais créé un comité, en fait, où, avec des gens en qui j'avais confiance dans le groupe pour pouvoir m'aider sur, justement, sur cette tupe. Et, Transmission universelle du patrimoine. C'est le truc de juriste, ça voilà. bien. Et non, sur cette, entre guillemets, fusion. Et en fait, j'avais demandé à ce que donc, les juristes et les gens autour de la table ne puissent pas me dire c'est pas possible. D'accord. Donc j'avais créé ce comité que j'avais appelé TEP. C'est génial. Car tout est possible. C'est génial. Voilà. Très bonne idée. Très bonne idée. Est-ce que tu as un coup de cœur récent, je sais pas, éventuellement un livre que tu as lu qui t'a plu? Est-ce que tu avais une série qui t'a emballé? Alors en ce moment, je suis dans les Beati Paoli. Qui est en fait tu connais, c'est génial. Et alors là, ça me fait voyager au XVIIIe siècle en Sicile et je dévore les bouquins. Mais c'est marrant, on m'en a parlé il n'y a pas longtemps. Que je regarde, Est-ce que tu as un coup de gueule à passer? Là, t'es pas obligé d'en avoir. Il y a des gens qui n'en ont pas. Des gens qui sont pas... Puis un coup de gueule, ça veut pas dire qu'on est fâché. C'est juste un truc qui nous énerve. Bah, en fait, c'est en lien avec mon livre, quoi. C'est faut transmettre. Soyez moins selfish. Donner un conseil, donner un contact. Gardez pas ça pour vous. À plusieurs, on est meilleur. Qu'est-ce qu'il a dit? Une expérience qui n'est pas transmise, c'est la trahir. Je l'ai retrouvé. Tu retrouves et tu me dis, je veux bien. Ouais, je te dirais. Mais en plus, je l'ai. Bah voilà. Donc c'est mon petit coup de gueule. Ouais. Est-ce que par hasard, tiens, alors ça, c'est une nouvelle question que j'ai intégrée. Quand je suis face à un parent au profil exceptionnel, moi-même devenue parent il y a peu de temps, est-ce que tu aurais un conseil, puisque tu es une femme, conseil de parent? Non? Conseil de parent, parce que tu travailles, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que tu as une vie intense professionnellement, tu as ton enfant, ton truc instinctivement, tu m'as répondu profiter de... Parce que tout le monde me dit faut surtout profiter, ça passe vite, etc. Et en fait j'ai essayé de l'appliquer et je rentre quoi qu'il arrive pour la coucher. J'ai la chance aussi d'avoir mes bureaux qui sont pas très loin de chez toi, de chez moi, donc entre 2 rendez-vous parfois je vais passer lui faire un bisou et alors ça c'est génial dans la journée, quoi. C'est tout de suite ça change les idées et quand on est stressé ça te donne le sourire direct. C'est sûr, t'as bien raison. Toi qui as beaucoup voyagé, alors je pose la question encore une fois, mais je pourrais couper, il n'y a pas de problème, mais quelle est ta vision de la France, toi qui as beaucoup voyagé? C'est une question qui n'est pas politique, je le précise. Voilà, mais vu que toi, tu as beaucoup bougé, que tu as pu t'enrichir de cultures différentes, etc.,
instinctivement, tu me répondais quoi si je te dis la France, c'est quoi pour toi? Voilà, on va la poser comme ça, la question. Alors déjà, c'est beau. On est d'accord. Moi, après avoir vécu à New York, en fait, à chaque fois que je rentrais à Paris, j'étais dans les rues et je me disais, waouh, c'est tellement beau. Et en fait, on n'imagine pas la chance qu'on a de vivre dans une ville pareille ou dans un pays pareil. Parce que quand même, dans un territoire si petit, on a des montagnes, on a des belles plages, on a la campagne, on a des belles villes. Et on l'oublie, en fait. C'est vrai. Donc déjà, c'est beau. C'est vrai. Et après, je pense qu'on a aussi beaucoup de chance de pouvoir entreprendre, de pouvoir avoir une vie assez libre aussi en tant que femme. Bien sûr, faut pas l'oublier. Voilà, on a plein d'atouts et on oublie très vite la chance qu'on a. Je suis entièrement d'accord avec toi. Pauline, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on se quitte? En tout cas, moi, j'étais ravie d'échanger avec toi. Ouais, moi aussi, merci beaucoup. Et puis, ok. Donc, on va se quitter comme ça. Merci beaucoup, Pauline. Je te souhaite une très bonne continuation et à bientôt. Ouais, à bientôt. Ciao. Ciao. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.